se sont développés et ensuite enchaînés. Alors, pour donner une illustration, je pense à la thèse de Michaël Lemintec qui est avec nous aujourd'hui sur les espaces publics numériques bretons, ou à l'ouvrage qu'on avait co-publié avec Michaël et Marianne sur la fracture numérique en 2011. Ces différents projets ont donné un enchaînement de plus gros projets, dont le projet Capacity, qui était un ANR. Et j'ai vu dans les participants qu'il y avait plusieurs personnes, dont Margot Beauchamp, qui était intervenue dans ce projet. Et depuis, alors je vois quelqu'un dit qu'il y a le son qui saute. J'espère que... Voilà, bon. Sandra, tu regardes... voilà. Depuis, on a essayé de capitaliser sur ces différents travaux et de mener des recherches comparatives. Et donc, ça a donné en 2019 l'enquête Capuni sur un échantillon de population française et bretonne, avec une focale aussi sur la Franche-Comté. Enquête que nous avons repris au tout début du confinement en 2001 sous la formule Capuni-crise, qui nous a donné un certain nombre de résultats assez intéressants sur, on va dire, l'entrée en confinement de la population française. Et nous sommes en préparation d'une grande enquête individu qui aura une focale spécifique sur les zones rurales, qui va s'appeler Capuni 2022. Et dans ce cadre-là, nous avons commencé à échanger avec les chercheurs de Marsouin et on va dire les compagnons de route de Marsouin. Je pense que c'est une bonne formule. Et Fabien Grangeon, que je remercie d'être présent avec nous, nous a proposé de faire un webinaire autour du dernier ouvrage qu'il vient de publier aux Presses des Mines, qui s'appelle « Classe populaire et usage de l'informatique connectée », afin d'avancer collectivement sur cette question du rapport au numérique, du rapport aux usages des technologies numériques. Et nous avons conçu ce webinaire de manière un peu dynamique. Bon, ça va être un peu expérimental aussi parce que vous êtes très, très, très nombreux. En ayant d'abord une présentation de l'ouvrage par son auteur, puis on va dire on dit réactants, enfin 3 lecteurs un peu avertis qui vont interagir avec Fabien. Donc, dans l'ordre, ça sera Michaël Lemintec. Peut-être que chacun dira un petit mot de présentation, hein, ça sera peut-être plus dynamique. Michaël, que je remercie d'être là. Ensuite, Dominique Pasquier, sociologue à l'IMT, que je remercie évidemment aussi d'être là parmi nous, moi-même. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Fabien tout de suite après, avec juste un petit point peut-être d'organisation. Nous allons tenter un échange un peu on va dire fluide, mais sur une plateforme avec, pour le moment, vous êtes 215 inscrits, donc ça ne va quand même pas être forcément aussi simple que ça. Donc, après nos interventions, il y aura une réaction globale de Fabien sur nos interventions, et vous serez sollicité pour réagir, interagir avec lui et avec nous. Donc, premier protocole, on va dire, de réaction, eh bien, la petite main. Hein, vous connaissez tous, je pense, Zoom. Donc, on vous demandera de lever la petite main, et Sandra
ma collègue Sandra du GIS prendra les noms et vous donnera la parole les uns après les autres. Et si on trouve que c'est bon, un peu trop compliqué, n'hésitez pas à mettre vos réactions dans le chat. Vous avez déjà commencé à le faire. Je vois que les acquis du confinement sont bien présents. Donc, merci à tous d'être là et merci à nos intervenants, particulièrement à Fabien de se livrer à ce bel exercice d'échange intellectuel. À toi, Fabien. Bien, merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Alors, évidemment, j'aimerais commencer par remercier le GIS Marsouin pour cette invitation qui n'est pas tout à fait anodine pour ce qui me concerne, puisqu'il y a de cela presque 20 ans maintenant, j'ai participé au premier pas du GIS, et je crois même avoir commis, si je ne m'abuse, le tout premier article pour les cahiers de recherche Marsouin, qui sont sortis en janvier 2005, et donc sur un thème notamment que je reprends d'ailleurs dans l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui. Notre rencontre de ce matin a pour moi le goût d'une madeleine, et pas seulement parce que le petit déjeuner n'est pas loin. Alors l'invitation n'est pas anodine également parce que la publication de Classe populaire et usage de l'informatique connectée porte sur un thème sur lequel j'ai travaillé durant un temps, mais que j'avais par ailleurs clairement abandonné depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et ce pour d'autres intérêts de connaissance qui n'ont pas rapport avec ce qui va nous occuper ce matin, quoique, qui m'avait amené plutôt sur les sentiers des contre-cultures, de l'action collective, des médias alternatifs, de l'éducation populaire. Donc sous cet angle, c'est également un retour en quelque sorte à des premières amours, de celles dont, paraît-il, on garde toujours un souvenir, si ce n'est des regrets. Par ailleurs, je me dois également de préciser que ce retour aux affaires sur ce que j'ai décidé plutôt maintenant d'appeler des inégalités sociales numériques, et je m'en expliquerai sans doute, a été largement conditionné par des incitations répétées de collègues qui m'ont de manière parfois très incisive prendre sur ces questions et à proposer un écrit qui serait susceptible de relancer une veine d'analyse critique dont ils estimaient qu'elle n'était pas assez représentée dans le paysage des travaux sur la fracture numérique. Je leur laisse bien évidemment la responsabilité de ce diagnostic, mais je les remercie de m'avoir poursuivi de leurs assiduités, parce que les incitations auxquelles j'ai eu la faiblesse de répondre m'ont conduit finalement à produire un ouvrage qui m'a à l'évidence apporté beaucoup de plaisir. Voilà, et ce malgré d'ailleurs la période dans laquelle il a été rédigé, qui n'avait pas été d'une grande facilité, puisque la rédaction de l'ouvrage et une partie de l'enquête ont été construites dans la période qui vient de s'écouler, donc la période liée à la pandémie de Covid-19. J'ai donc trouvé que ce retour à des intérêts de connaissances anciens était plutôt agréable, dans la mesure où cela a somme toute ressemblé à des retrouvailles avec de vieilles connaissances, au sens propre et figuré de l'expression, mais également dans la mesure où les paysages des études conduites dans le domaine a été l'objet de quelques intéressantes découvertes, tout en restant marqué par certaines continuités. Et peut-être est-il présentement utile de signaler quelques-uns de ces ruptures et de stabilité. Alors j'en pointerai 3 pour ne pas être trop long et rester dans des régions, on va dire, qui peuvent résonner avec certaines des parties de l'ouvrage. La première chose qui m'a étonné, c'est clairement le foisonnement, voire l'inflationnisme de la littérature, notamment anglo-saxonne, puisque le nombre de travaux produits sous le chapeau Digital Divide et puis d'autres thèmes similaires est tout à fait considérable, et ce foisonnement me semble marqué par 2 particularités qui en expliquent pour partie l'existence. D'une part, une appropriation du sujet par un ensemble de disciplinaires de plus en plus large, puisqu'on trouve aujourd'hui maintes travaux en sociologie, en psychologie, en sciences politiques, en sciences de l'éducation, en études de genre, en media studies, en géographie, en économie, et j'en passe. Une autre particularité est que parmi ces travaux, il y a beaucoup d'études de cas qui portent sur des types d'usagers ou des types de dispositifs techniques particuliers, et qui nourrissent donc des attentions très spécifiques pour des objets de recherche tout à fait singuliers.
Et ce qui m'a semblé remarquable, c'est que cette abondance, difficilement maîtrisable, hein, il faut bien le dire, hein, on pourrait véritablement passer sa vie à lire ce qui sort, a donné lieu à un double mouvement. En premier lieu, à une spécialisation chez certains chercheurs qui semblent ne plus travailler que sur des aspects très très particuliers de la propriété du numérique, mais aussi plusieurs tentatives de synthèse essais pour remettre évidemment un peu d'ordre dans toute cette abondance. Et l'une et l'autre de ces dynamiques a donné lieu à l'émergence notamment de quelques figures tutélaires très présentes éditorialement. Je pense par exemple à des chercheurs comme Massimo Ragdena ou Jan van Dijk ou Alexander van der Sen, pour ne citer que. Et notamment par exemple Massimo Ragdena, il y a une dizaine d'années, il était assez absent de la littérature que j'avais pu. Un autre point remarquable tient au fait, me semble-t-il, que la littérature dédiée se distribue sur des travaux qui, pour une bonne part, sont foncièrement descriptifs, notamment quand il s'appuie sur des données statistiques. Mais cette littérature, elle se distribue également sur un nombre non négligeable de recherches. Alors, visiblement, il y a des micros qui sont ouverts. Je pense que Madame Annie Reynaud, votre micro est ouvert. Alors, merci. Donc, cette littérature, je disais, est également distribuée sur des travaux qui sont portés par de véritables problématiques et qui empruntent à des cas théoriques donc très divers, mais au sein desquels on peut aussi repérer des pôles attracteurs qui ont en commun non plus seulement de s'intéresser à des types de faits désignés comme relevant de phénomènes identiques, par exemple digital literacy, etc., mais de faire fond aussi sur des dispositifs conceptuels qu'ils partagent. Par exemple, la sociologie de la domination d'obédience bourdieusienne est étonnamment mobilisée, assez souvent d'ailleurs dans des interprétations qui mériteraient quelques discussions, me semble-t-il, un peu serrées. Je dis étonnamment parce que s'il y a bien en France et bien à tort une perspective théorique qui n'est guère mobilisée pour penser les usages du numérique, c'est bien la perspective bourdieusienne, alors qu'elle offre, me semble-t-il, des ressources pour le moins intéressantes, notamment parce qu'elle permet de penser les inégalités. Et c'est là mon troisième point d'attention, si ce n'est de surprise. Dans la logique de ce que je viens de pointer, il se trouve que, contre toute attente et assez paradoxalement, le thème des inégalités sociales est clairement sous-problématisé au sein du champ de recherche qui s'attache à penser les différentes formes de fracture numérique. Alors, comme vous le savez, la littérature dédiée tend au fur et à mesure des années à conceptualiser de nouvelles fractures de premier niveau, de deuxième niveau, troisième niveau, là on en est au quatrième, voire cinquième niveau de fracture, dans une logique un rien évolutionniste, logique qui a toutefois, me semble-t-il, pour elle de s'intéresser les années passant à des situations qui tendent non sans mal à être de plus en plus appréhendées à distance d'un certain technocentrisme. Car force est de constater que la tendance, on va dire, subreptice des recherches sur les fractures numériques est de rester un peu à l'insu du plein gré de ceux qui les mènent, dans le giron de perspectives qui voient dans le numérique une dimension ontologique qui aurait finalement, au sein des sociétés capitalistes avancées, comme une sorte d'autonomie par rapport aux dimensions sociales et historiques. Comme si un peu le numérique n'était pas d'abord l'expression dans le domaine technologique de dynamiques sociales, politiques, économiques, culturelles, et ce à différents niveaux d'échelle, que cela concerne les sujets sociaux, les dispositifs techniques ou les institutions. C'est notamment pour cette raison que je propose précisément le syntagme d'inégalité-numérique, pour rappeler précisément le caractère fondamentalement social du numérique. Il y a là, je crois, quelque chose d'intéressant à creuser sous l'angle de l'idéologie, car c'est un travers finalement assez classique, le technocentrisme, maintes fois dénoncé, mais qui étonnamment perdure, sans aucun doute parce que la naturalisation, l'essentialisation de certains phénomènes constitue précisément une ressource fort utile permettant d'euphémiser les rapports de domination et de pouvoir qu'ils charrient,
avec eux et dont l'efficacité tient bien évidemment pour partie à ce qu'ils ne sont pas connus et reconnus pour ce qu'ils sont. Donc à partir de ces différents constats et aussi de quelques autres, j'ai essayé donc de construire un livre dont l'objectif premier est sans doute d'essayer de donner, alors je ne suis pas sûr d'avoir réussi, hein, évidemment, mais d'essayer de donner envie de travailler ces questions qui nous rassemblent donc ce matin depuis une perspective, on va dire, plus critique, qui précisément ne ferait pas abstraction des phénomènes de domination et même plus encore, leur donnerait une primauté depuis une axiologie, en tout cas pour ce qui me concerne, assumée, qui se réclame d'un matérialisme critique. L'occasion de revenir sur la proposition théorique que je fais. Alors, je ne vais pas développer dans l'immédiat. En revanche, je voudrais préciser que, du coup, au regard de cet objectif qui était le mien, visant finalement à caler la vue et donc à partir duquel il me semble intéressant d'après les inégalités sociales numériques, eh bien, j'ai essayé de composer un ouvrage mixant plusieurs choses. D'une part, une explicitation théorique de la manière dont j'envisage pour ma part d'aborder aujourd'hui les usages du numérique. D'autre part, une application de ce cadre à certains terrains, alors à la fois anciens et nouveaux, parfois mixant de l'ancien et du nouveau. Je me suis notamment amusé à retrouver certains enquêtés et certaines enquêtées auprès desquels j'avais pris des informations il y a parfois 10 ans. Je n'ai pas pu en retrouver beaucoup, mais j'en ai retrouvé quelques-uns et c'était intéressant de voir comment les usages avaient évolué. Mais aussi à partir de ce cadre, de discuter certains des thèmes parmi les plus abordés dans la littérature dédiée, hein, comme l'e-exclusion, l'électronisme, le non-usage, l'abandonnisme, la gestion de la privacy, la pratique des réseaux sociaux, les inégalités algorithmiques. Alors l'ouvrage est déjà assez épais, évidemment, j'aurais pu développer davantage. Donc je traite certains de ces sujets, bien évidemment, assez rapidement. Et puis, il s'est aussi agi de s'intéresser avec là aussi une plus ou moins grande attention, il faut bien le reconnaître, à certains groupes sociaux encore peu enquêtés, la fraction diplômée des classes populaires, les médiateurs numériques, les travailleurs sociaux ou encore les gilets jaunes. Donc, cette pérégrination dans les pratiques populaires de l'informatique connectée m'a par ailleurs permis d'ouvrir un ensemble de réflexions également, de réflexions connexes, portant par exemple sur la notion de capital numérique, sur les processus de dématérialisation des services publics, sur le confusionnisme ou encore sur la place des émotions dans les mobilisations en ligne, autant de thèmes qui m'ont notamment fait découvrir des travaux très très intéressants pour une large partie francophone et qui m'ont donné finalement envie, encore plus qu'avant, de réinvestir plus avant certaines questions depuis une double exigence. C'est-à-dire qu'en gros, si je continue à travailler cette thématique-là, j'ai envie de le faire sous une double exigence qui constitue un peu la condition à laquelle donc j'envisage un possible réinvestissement. Alors, quelle est cette double exigence? D'une part, c'est d'insérer ces éventuels futurs travaux dans une dynamique collective, pouvant clair un appel à collaboration, dont acte. Et je trouve en effet que la recherche universitaire incroyablement ces dernières années individualisée et qu'elle s'en trouve largement affaiblie. Chacun y va de sa marotte un peu personnelle et laquelle a tendance à se confondre avec parfois un narcissisme des petites différences qui, je crois, ne va pas dans le bon sens. D'autre part, il s'agirait de porter attention à différents types de phénomènes qui me semblent importants, comme la dématérialisation des administrations, la plateformisation des services publics, et tout particulièrement du travail social, mais aussi s'intéresser au champ professionnel de la médiation numérique, ou encore au scepticisme numérique et à ses mobilisations. Donc, autant de terrains que j'aimerais traiter, et sans doute sous un angle particulier, qui devrait sans doute entretenir un lien étroit avec la question des formes émergentes de contrôle social. Donc, je ne vais pas en dire davantage, je vais m'arrêter là. Je vais évidemment laisser la parole aux discutants et discutantes de ce séminaire que je remercie de s'être infligé la lecture des différentes parties de ce livre.
j'essaierai bien évidemment de répondre aux différents commentaires et de réagir aux commentaires, de répondre aux questions. J'aimerais bien que ce ne soit pas, ceci dit, simplement un dialogue ou un ensemble d'allers-retours entre eux et moi ou même entre vous et moi. Et il peut y avoir des questions qui émergent d'un peu partout de ces différents écrans et dont je ne suis pas nécessairement la personne la mieux placée pour répondre. Et donc, bien évidemment, l'idée, c'est qu'il y ait aussi un dialogue entre nous tous et que cet espace devienne un espace public. Merci Fabien pour cette introduction. Nous rejoignons, puisque Marsouin est un réseau ouvert, nous rejoignons cette préoccupation d'inscrire ça dans un travail collectif. Eh bien, sans plus attendre, à toi, Michael.